Bonjour, donc docteur Hassan Silla, je suis j'ai le plaisir de partager avec vous cette observation d'un patient de 62 ans qui nous vient d'Agadir, qui en 2011, sans aucun antécédent pathologique ou signe extra-rénal, a été décrété en insuffisance rénale chronique terminale sur une néphropathie donc qui n'était pas déterminée. C'est un patient qui, en vue d'une mise en hémodialyse, a eu 3 tentatives de fistule artério-veineuse qui ont été thrombosées sur la table. Il nous a été transféré donc en néphrologie pour exploration de son problème d'abord vasculaire. Donc à l'admission, on avait un patient qui était donc asymptomatique, qui avait, en plus de son insuffisance rénale chronique terminale, donc une protéinurie inférieure à 1 g par 24 heures, un LAB6 négatif, un sédiment urinal inactif, et qui avait donc ce problème de thrombose de fistule. Donc le bilan qu'on avait réalisé avait donc objectivé une thrombophilie par déficit en protéines C et S, qui expliquait donc le problème de thrombose. Et puisque les reins étaient de taille limite, on s'est dit qu'on va quand même faire une biopsie rénale. Donc cela nous a permis de ramener une carotte assez riche, 33 glomérules, dont 17 déjà étaient en pain à cacheter. On avait compté 7 croissants fibreux. Donc là, on voit bien les croissants fibreux avec les glomérules ischémiques. L'importance de l'infiltrat lympholyte au niveau de l'interstitium. Toujours l'infiltrat périartériolaire. Et on note donc ce cylindre craquelé qui vient nous mettre la puce à l'oreille. Donc j'ai pas malheureusement les images de l'immunofluorescence, mais croyez-moi, il y a de rares dépôts en coup d'angle avec l'anti-C3 et l'antifibrinogène, donc un aspect possiblement. Je n'ai pas malheureusement d'études en immunohistochimie, donc on était obligé d'évoquer soit une vascularité nécrosante post-immune ou une gammapathie devant ces cylindres. Ça ne s'est pas passé comme ça, la chronologie, donc on a fait à la deuxième lecture de la biopsie qu'on a vu le cylindre. Donc le bilan immunologique qui était fait en parallèle avec la biopsie était tout à fait négatif, notamment les ANCA, pas de cryo. L'immunoélectrophorèse, on parlait d'une gammapathie HN-kappa avec un dosage pondéral qui n'était pas très élevé. La protéinurie de Vance-Jones était positive et la néphélémétrie, free light chain kappa à 6187 avec un rapport très élevé qui dépassait les 200. La ponction sternale, donc la première ponction sternale n'avait comporté que 2%, on a dû la refaire. C'est la deuxième qui a posé donc le diagnostic. Il y avait 44% de plasmocytes, mais qui n'étaient pas dystrophiques. La biopsie ostéomédulaire ne montrait pas de processus infiltrant suspect. Concernant les critères CRA, donc, on avait une calcémie normale, pas d'anémie, et un bilan radiologique osseux qui était strictement normal, notamment une IRM dorso-lombaire. Donc nous on a osé à Rabat, donc on a traité par CDT, donc rondoxan, talidomide et dexaméthasone. C'est un patient qu'on a mis en dialyse péritonéale puisqu'il n'avait pas d'abord vasculaire. Et justement l'intérêt de vous présenter ce cas clinique, c'est de voir votre expérience concernant l'association de l'extracap et de tubulopathie myélomateuse. Voilà, merci. Ça ressemble un peu à l'observation précédente, sauf que peut-être vous avez osé biopsier, vous avez osé mettre un traitement. Quelle a été l'évolution? Alors, à 9 mois de son traitement par CDT, donc on a une nette baisse des free light chain, on est à 40. Et il se porte très bien, sauf que donc, avec le thalidomide, donc, il commence à présenter la neuropathie. Et en plus, on a un problème de déficit en protéines C et S, et vu que le thalidomide est un médicament très procoagulant, donc on est obligé de faire attention avec le traitement anticoagulant. Est-ce qu'il y a d'autres avis, d'autres propositions, peut-être? Oui. Ici le micro, sinon venez ici. Alors donc je vais discuter l'étude morphologique. Alors l'eau croissant, c'est cette histoire verte là que vous voyez.
Elle est unique, cette lésion segmentaire fibreuse. Oui. Ah ben, voilà, on me le cache. Mais à côté de ça, c'est quand même très difficile d'interpréter ça comme une cicatrice croissante. La raison en est que parfois dans des néphropathies tubulo-interstitielles, après je reparlerai du côté tubulo-interstitiel, les glomérules sont quand même un peu étouffés et la capsule de Bowman peut s'épaissir et être responsable de ce comblement de la chambre urinaire par une masse fibreuse. Et c'est pas pour moi absolument certain qu'on soit dans la cicatrisation d'une glomérulonéphrite extracapitaire. Bon, ça c'est mon sentiment, parce qu'il y a en plus plusieurs qui sont rétractés, on a des signes d'ischémie. Donc, moi l'histoire extracap, je n'en suis pas totalement certaine, mais tube et interstitium, c'est bien d'avoir trouvé ce cylindre qui finalement vous oriente sur le diagnostic. Je rappelle que le cylindre myélomateux, la bonne définition, c'est bien d'avoir des obstructions un peu craquelées. La réaction macrophagique, il faut se convaincre qu'elle est bien là. Mais habituellement, on a quand même des cellules géantes qui sont au contact de ces cylindres craquelés. Ce qui est important, alors là pour moi, c'est l'inflammation interstitielle sur laquelle on pourrait insister parce qu'il y a eu un phénomène inflammatoire tubulo-interstitiel dont la raison n'est pas absolument claire. Pourquoi c'est autant d'inflammation dans cette interstition? Alors, donc, il y a ce cylindre qui oriente les explorations, même s'il n'est pas totalement caractéristique, mais une énorme inflammation interstitielle sur laquelle on se dit peut-être qu'on aurait pu agir, mais enfin, pour le rein, il est quand même voilà. Bon, voilà les commentaires biologiques. Ce ne sont que des commentaires. Tu monopolises quand même la parole malgré tout. Tu as demandé aux résidents de parler, mais tu monopolises la parole. Tu es un ancien militaire, on te permet ça. Je vais donner le micro à ma voisine qui est résidente. Elle me dit de parler pour elle. Alors je vais pas... Non, en fait, bravo comment tu le présentes. Merci pour les précisions de Laureline. Les deux observations, à mon avis, et je ne sais pas ce que vous en pensez, Philippe, aussi, c'est qu'est-ce qu'on doit faire, parce que peut-être qu'on est néphrologue et focalisé par l'atteinte rénale. Mais qu'est-ce que c'est que l'atteinte rénale, excusez comment je parle, devant une hémopathie maligne, je veux dire, pour le choix thérapeutique. Parce que j'ai comme compris qu'à Kazan, on réfléchissait plutôt rein, et que bon, le myélome qui, lui, doit tuer le patient, on le mettait en second. Moi, à mon avis, c'est ce choix thérapeutique, le choix thérapeutique doit être guidé par celui de l'atteinte myélomateuse. C'est pour ça que tout à l'heure, j'avais posé la question pourquoi on met par le toxon pour votre cas. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, dans ma tête, je traite le myélome et le rein, c'est tout. En fait, nous, on a traité ce qui nous semblait être, disons, une atteinte rénale nécessitant un traitement corticoïde-endoxon. On n'a pas osé aller vers l'endoxon, mais c'est des malades qu'on confie aux hématos. C'est à eux de faire leur... disons, on n'a pas négligé du tout le myélome. On a donné aux hématos, c'est eux qui ont opté éventuellement de la thalidomide. Bien, eux aussi, je ne sais pas pourquoi ils ne sont pas allés très loin, mais du moins ce sont eux qui prennent la décision dans ces cas-là. Nous, on traite ce qui est éventuellement rénal, et comme je l'ai dit, c'était nous qui... Là, la limite était au fait qu'on était devant des lésions très évoluées rénales, disons, en dehors de l'extracapillaire. Tout le reste était fibrosé pratiquement. C'est dit à quoi bon finalement au niveau rénal. Mais le reste, le myélome, était confié aux hématos. Donc ils pouvaient mettre éventuellement les traitements qu'ils voyaient nécessaires pour ce patient. Ils ont opté pour le thalidomide. Je ne sais pas s'ils avaient des critères sur lesquels ils ont mis ce traitement. Mais bon,
est-ce qu'il fallait mettre un autre traitement? Comme je t'ai dit, Franck Potier était pour aller de façon très agressive vis-à-vis du mélange. Alors, s'il n'y a pas d'autres... Merci, docteur. J'ai un dernier. Avec session. Oui, il est rapide. Un patient de 85 ans, donc hypertendu, sous traitement, compliqué de cardiopathie ischémique avec lésion tritronculaire. C'est un patient qui a déjà été opéré d'un novus de la face en 2005. On découvre chez lui fortuitement à l'occasion d'un bilan cardiaque une insuffisance rénale chronique en 2007 qui est liée à une épangiosclérose. Donc avant qu'il arrive chez nous, donc il avait déjà à l'occasion d'un bilan d'asthénie fait un bilan qui avait révélé un pic monoclonal gamma à 7 grammes. L'immunofixation avait montré une gamma-pathie HN-kappa avec une protéinurie de Best-Jones positive et une ponction sternale qui était tout à fait normale. Le karyotype hématologique était normal. Donc c'est un patient qui n'avait pas d'hypercalcémie, mais qui avait une anémie ferriprive régénérative à 7,7 grammes par décilitre. Donc il a été traité par son hématologue par du thalidomide qui a été arrêté au bout de 2 mois pour des raisons qu'on ne connaît pas. Donc on a fait connaissance avec ce patient en 2010 parce qu'il nous a été adressé pour démarrer la dialyse péritonéale. Et avec un recul de 5 ans, donc je rappelle qu'il a toujours 85 ans, qu'il est tout à fait autonome, il fait ses échanges tout seul, il conduit sa voiture pour venir nous voir. Il a au bilan donc une anémie normocytaire qui est corrigée par une toute petite faible dose de PO, une hémoglobine qui reste stable à 12. Il n'a toujours pas d'hypercalcémie. Sa protéinurie de Best-Jones est toujours positive et l'immunofixation plasmatique et urinaire montre toujours la présence d'une immunoglobine monoclonale de type IgG-kappa. Donc, devant cette bonne évolution spontanée après 5 ans, qu'en pensez-vous? Est-ce qu'on doit réévaluer sa maladie? Est-ce qu'on doit aller faire une ponction sternale? Auquel cas il faudra traiter, bien qu'il ait 85 ans. Il y a un avis qui tranche. Ceux qui veulent me laisser tranquille, levez la main. Ceux qui veulent faire une ponction sternale. Non. Merci. Est-ce qu'il y a des commentaires à faire? Aurélie, tu veux faire un commentaire? J'ai pas de biopsie, donc je ne pourrais pas trancher. C'est quand même des chimios qui sont assez simples. Et là, non, pas d'application très. Certains cliniques, ils me disent, vous faites, nos hématologues, vous ne faites pas la fonction sternale, vous faites les radiodoses, le bilan biologique, s'il n'y a pas d'anémie, pas d'hypercalcémie, pas d'hépatose, hop, on s'en fiche, on surveille. Vous appuyez le fait qu'il ait été mis sous thalidomide en 2008? Non. C'est peut-être pour ça que ça a été arrêté, c'est que c'était pas indiqué. C'est ce que disait Zouer, c'est ça. Il y a deux dangers. Soit le malade est en néphrologie, on néglige une maladie hématologique, donc comme tu as très bien dit, c'est les hématos. S'il y a une indication hématologique, il est traité hématologique. La deuxième erreur possible, c'est de surestimer la gravité d'une maladie rénale pour une situation hématologique qui ne nécessite pas de traitement en soi sur le plan hématologique. Parce que savoir bien apprécier qu'il y a un herpus et que ce qu'on observe du point de vue rénal, c'est pas lié au herpus, et donc il ne faut pas la condamner. Ce serait une erreur de rattacher à un herpus des manifestations rénales qui ne sont pas rattachées. Voilà.